que se passe-t-il très loin d'ici, aux abords des étoiles qui illuminent notre ciel? Et bien au-delà, jusque dans d'autres galaxies, y aurait-il trace de vie? Les plus grands télescopes du monde offrent aujourd'hui quelques réponses dignes d'un incroyable scénario de science-fiction. Des substances minuscules et invisibles à l'œil nu, des molécules, ont été identifiées à plusieurs milliards d'années-lumière. Sucre, alcool, oxygène existent ailleurs dans l'univers et les astronomes viennent même de détecter une molécule organique. Ainsi s'affine le plus vieux rêve de l'humanité, consulter le ciel pour mieux se découvrir. C'est dans le désert d'Atacama, au Chili, que l'ESO, l'Observatoire européen austral, a placé de gigantesques télescopes. Armazones, dont démarre la construction, sera le plus grand de tous. Érigé au sommet d'une montagne, son dôme aura la taille d'une cathédrale. Des yeux de titan, disposés sous un ciel limpide comme il n'en existe pas d'autres sur Terre, distinguent des mondes dont la lumière parvenant à nous a été émise quand il n'y avait encore ici ni soleil, ni planète, ni lune, mais seulement des gaz et des poussières. La passion-vocation qui habite la plupart des astronomes compte pour beaucoup dans l'avancée rapide de notre connaissance du ciel. Georges Mélan, professeur d'astrophysique à l'EPFL à Lausanne, est l'un de ses ardents contributeurs. Dès ma plus tendre enfance, quand nous allions en vacances en Valais, à Arolla, mes parents, le soir, nous montraient très souvent les constellations. Et les cieux sont extrêmement beaux, extrêmement lumineux. Et le fait d'être entouré de cet infini qui se présente tous les soirs, ces interrogations fondamentales, d'où sommes-nous, que sommes-nous, où allons-nous, font que petit à petit, j'ai eu le rêve d'étudier un jour peut-être cette variété d'objets qui nous entourent. Et c'est petit à petit, à travers des études de mathématiques, de physique, que finalement j'ai pu enfin assouvir ce rêve, ce désir d'étudier le cosmos. Plus de 50 fois, Georges Mélan a fait le voyage au Chili, et il repart encore pour y étudier un des objets les plus éloignés de l'univers. Le point de départ de la route vers les grands télescopes est Antofagasta, sur la côte pacifique chilienne. La ville portuaire grouille sous un ciel continuellement blanc. Une nappe de brouillard étouffe les côtes de l'océan d'une lueur sans éclat. Difficile de réaliser que quelques centaines de mètres plus haut s'ouvrira un ciel tout aussi constant, mais de vives couleurs. Le bleu profond du ciel, il a surgi d'un coup le long d'une route aux pentes pourtant guère abruptes. À un jet de pierre de la côte commence le désert d'Atacama, planète sans pluie. Quelques maigres pousses desséchées, aucun arbre, pas un oiseau, ou alors quelques migrateurs sans escale. Au sol, peu d'insectes, pas de serpents, ni vie, ni mort. Seuls des morts de passage, accidentés de la route, auxquels des mains absentes dédient de petits chalets mausolés au bord de la Panaméricaine.
De gros cailloux déposés sur un lit de sable et de gravillon dessinent le paysage des hauts plateaux. À déjà 2000 mètres d'altitude, alors qu'on approche la dernière grimpée vers Paranal, la faille tectonique d'Atacama griffe la haute plaine d'une cicatrice prête à se rouvrir à chaque instant. C'est un lieu de séisme fréquent et dévastateur. Les télescopes, fixés plus haut sur les sommets, ont été conçus pour résister aux tremblements de terre les plus violents. Derrière la barrière du site de Paranal, entrez dans un monde feutré, aux activités intenses, mais pas immédiatement perceptibles. Les astrophysiciens qui arrivent à Paranal sont logés à 2 km au-dessous du site des télescopes, dans une architecture qui compose harmonieusement avec le relief et la couleur de la roche. La plupart des astronomes dorment durant la journée. Pendant ce temps, au sommet de la montagne, à 2600 mètres, une poignée d'ingénieurs et de techniciens assure des travaux de maintenance et de programmation. Dans un monde de silence, chatouillé par des sursauts de brise, les 4 VLT, Very Large Telescopes, ou très grands télescopes, dominent la crête qui a été aplatie pour l'aménagement de la vaste plateforme. Dès le soir, les astronomes montent dans la salle de contrôle située à proximité des télescopes et s'installent devant les moniteurs qui reçoivent les images. Une quinzaine de pays européens, ainsi que le Brésil, forment l'organisation intergouvernementale de l'ESO, l'Observatoire européen austral, ouvert en premier lieu aux astronomes des pays membres. Nous proposons des observations qui sont ensuite sélectionnées et des instituts d'astrophysique ont ainsi la possibilité, dans toute l'Europe et même le monde, de venir à Paranal observer. Les laboratoires d'astrophysique, dans les différentes universités, ont habituellement un secteur d'études prioritaire dans lequel ils se spécialisent et pour lequel des observations au Chili se révèlent particulièrement utiles. Le laboratoire d'astrophysique s'occupe d'astrophysique extragalactique, c'est-à-dire des objets qui sont situés hors de notre galaxie, et également de cosmologie observationnelle, c'est-à-dire l'étude de l'univers comme un tout, et d'essayer de percer les mystères tels que son âge, ou tels que la nature de ses constituants, que sont la matière sombre et l'énergie sombre. L'utilisation des télescopes nécessite une nouvelle programmation pour chaque nuit. Un technicien vient durant la journée à l'intérieur du dôme contrôler les instruments. Chaque télescope est muni d'un miroir principal de grand diamètre parfaitement poli pour recueillir le maximum de lumière. Il est de 8,20 m pour ces Very Large Telescopes, ou VLT comme on les a nommés. Ce miroir principal concentre les rayons lumineux vers un miroir secondaire qui renvoie ces rayons au foyer. Contrairement à ce qui se passe pour les petits télescopes, les astronomes ne regardent pas à travers un oculaire où l'image rapprochée parvient directement. Ici, ce sont des caméras électroniques munies de capteurs extrêmement sensibles qui vont recevoir les photons et permettre l'enregistrement numérique de l'image. C'est donc sur des écrans que les astronomes font leurs observations en récoltant les informations brutes qu'ils vont traiter et analyser. Les capteurs des caméras n'ont une bonne détection des signaux que si leur température est très basse, proche de moins 200 degrés centigrades. Pour cela, on maintient leur refroidissement avec de l'azote liquide.
les dômes, qui durant la journée protègent les télescopes du soleil et de la poussière, s'ouvrent à la tombée de la nuit. En cas de vent fort, des volets métalliques maintiennent les miroirs à l'abri des turbulences. La poussière qui se dépose sur un miroir dégrade peu à peu sa capacité de réflexion. Tous les ans, les miroirs doivent donc être démontés, nettoyés et réilluminés d'une couche homogène. Light pollution is a big problem in many places on Earth. La pollution lumineuse est un grand problème à beaucoup d'endroits sur Terre. Dans certaines villes, vous ne pouvez pas voir les étoiles de toute la nuit. Si le ciel n'était pas complètement obscur ici à Paranal, les observations seraient très difficiles. Il faut imaginer que nos 4 télescopes de 8 mètres sont à peu près 1 milliard de fois plus sensibles que l'œil humain. Même la lumière d'une bougie pourrait être détectée par ces télescopes à une grande distance. Ceci nous oblige donc à être extrêmement attentifs, à éteindre toutes les lumières et à fermer toutes les fenêtres avec des stores pour éviter toute contamination lumineuse sur le site. Au coucher du soleil, l'obscurcissement du site d'hébergement est un rituel quotidien empreint de magie. Un jardin tropical a été planté sous la coupole, oasis d'artifice arrachée à la rigueur du désert. Lentement, il va faire place à la nuit. Ici, quand le rideau se baisse, un spectacle commence. Il y a une nuit absolument superbe et nous sommes en train d'observer le quasar, un quasar qui est situé à quelque chose comme 8 milliards d'années-lumière. Un quasar est le noyau extrêmement massif mais également extrêmement brillant d'une galaxie. La lumière qui nous parvient à l'instant de cet objet a été émise avant même la naissance de notre système solaire. Et ce qui est surprenant, c'est que le quasar apparaît non pas une fois, mais 4 fois sur la même image. Ce phénomène étrange s'explique par un effet de lentille gravitationnelle. Lorsque vous avez un objet très éloigné qui est observé par un observateur tel que je suis sur Terre, vous pouvez avoir entre l'objet éloigné et l'observateur une galaxie peu brillante, mais qui va perturber complètement l'image que l'on se fait de l'objet d'arrière-plan, et au lieu d'avoir une seule image, en composer par exemple 4, qui sont 4 images du même objet d'arrière-plan. Élément frappant et enthousiasmant pour les astronomes, certains objets très lointains ne sont visibles que parce qu'entre deux se trouve une galaxie. Et celle-ci, au lieu de faire obstruction, sert en fait de lentille qui amplifie la lumière de l'objet derrière elle et permet ainsi de le voir. C'est une espèce de lentille naturelle qui va amplifier la lumière des galaxies qui sont plus loin. Donc on ce qu'on appelle le télescope gravitationnel, c'est-à-dire que ça nous permet donc d'aller voir encore plus loin que ce qu'on pourrait faire. Et donc là, ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle un arc, c'est une galaxie dont la lumière a été déformée
par l'amas gravitationnel qui est devant. Et donc ça permet d'amplifier et de voir des galaxies encore plus loin. Roland Bacon, du Centre astrophysique de Lyon, est l'un des concepteurs de MUSE, Multi-Unit Spectroscopic Explorer, un spectroscope qui augmente encore l'acuité d'observation des télescopes VLT. C'est un instrument assez compliqué qui permet d'analyser, de couper la lumière en petits morceaux, en fait d'obtenir simultanément beaucoup d'images d'un même objet qui correspondent à des longueurs d'onde différentes. Les galaxies sont dans le flot d'expansion de l'univers, donc la lumière qu'on reçoit de ces objets est décalée vers le rouge. Plus elle est décalée vers le rouge, ça veut dire plus elles sont lointaines. Donc en mesurant, grâce à un spectrographe, le décalage vers le rouge de ces galaxies, on est capable d'estimer leur distance. Placés côte à côte, les télescopes de Paranal permettent d'observer simultanément un même objet et fournissent ainsi des informations complémentaires. La somme d'images brutes provenant de ces différents lieux d'observation sera traitée pour former une image finale, ainsi plus détaillée. Mais ce qui semble à peine croyable, c'est que seuls quelques mètres séparant un télescope d'un autre suffisent pour qu'une galaxie observée n'apparaisse pas comme étant exactement à la même distance. La lumière qu'elle émet n'atteint donc pas absolument au même moment les 4 télescopes et il s'agit dès lors de retarder ou d'avancer de quelques millionièmes de seconde l'arrivée de cette lumière pour chacun d'eux afin que leur observation soit totalement synchronisée. Cet ajustement est rendu possible grâce à des chariots que l'on avance ou recule sur des rails appelés lignes de retard pour compenser les distances séparant les télescopes. The people who work at Paranal are in average about 120 persons. 120 à 150 personnes travaillent sur ce site, entre le personnel de Paranal, de l'ESO et les visiteurs venus faire leurs observations ici. Who come to do their observations here at the observatory. Tout doit être amené de la plaine pour assurer l'existence à Paranal. L'eau y est acheminée par camion. Il a fallu construire un vaste réservoir anti-incendie et on en a profité pour aménager une piscine et faire pousser quelques plantes tropicales, ce qui humidifie l'air des surfaces habitables. Dans ce désert d'altitude, les rares distractions prennent une importance particulière. Tout est ici dédié au travail de recherche. La plupart des astronomes sont à l'observatoire pour une courte période et regagnent leur pays à la fin d'un projet. Mais d'autres y travaillent durablement et ont alors généralement un domicile dans la région de Santiago. Des congés réguliers de plusieurs jours leur permettent de retrouver une vie sociale normale et de se reposer. Située beaucoup plus au nord, la côte pacifique, à une quinzaine de kilomètres seulement de Paranal, est presque inhabitée et se prête mal à un séjour de détente. Seuls quelques villages de pêcheurs, comme Paposo, abasourdis sous la brume, égrènent un peu de vie. Pour le personnel de Paranal, le retour à l'observatoire après un congé est chaque fois stimulé par l'accueil d'un ciel limpide. Autant que la puissance des télescopes, c'est la clarté du ciel qui détermine la qualité des images captées par les instruments. Le désert d'Atacama est un des lieux les plus favorables sur Terre, car extraordinairement aride et situé en altitude, là où les perturbations atmosphériques sont les moindres. Ici, même par nuit sans lune, pas besoin de lampe pour éclairer nos pas.
on distingue sans peine le sol. Les étoiles de la Voie lactée sont si brillantes qu'elles forment une voûte de lumière. Une telle luminance nous immerge dans le troublant mystère du temps. Éloignées les unes des autres, ces milliers d'étoiles nous éclairent toutes au même instant, quand bien même leur lumière émise date d'époques distinctes. Comme si un pianiste il y a 10 ans, un violoniste au 19e siècle et un harpiste dans l'Antiquité nous interprétaient ensemble une symphonie. Le ciel d'aujourd'hui est quasiment identique à celui que pouvaient observer les premiers hommes il y a 3 millions d'années. Car bien que tous les astres se déplacent continuellement dans l'univers, leur distance par rapport à nous est telle que la vision d'ensemble nous paraît inchangée. Les seules variations apparentes, vues d'un même lieu, résultent de deux phénomènes. La rotation de la Terre sur elle-même, qui donne l'impression que le ciel tourne autour de nous, et la révolution de la Terre autour du Soleil, qui nous laisse apercevoir de nuit des portions du ciel différentes de saison en saison. Mais les hommes ont compris dès l'Antiquité que la position des étoiles au-dessus d'eux n'était pas la même s'ils changeaient de région, et le ciel a dès lors servi de boussole aux voyageurs. La disposition des étoiles paraît dessiner des figures que les anciens ont comparées à des silhouettes familières. Un taureau, un scorpion, un lion. En 1551, le mathématicien et géographe Mercator construit un globe céleste où apparaissent les principales étoiles des deux hémisphères. En projetant à la surface d'une sphère le ciel tel qu'il apparaît tout autour de nous, Mercator parvient à en donner une représentation globale. Elle est inversée, comme si nous regardions le ciel de l'extérieur. Les mystères du ciel ont de tout temps suscité l'envie d'approcher les astres. Dans l'Antiquité, on connaissait le verre et l'effet de loupe, notamment provoqué par l'eau. Mais rien n'indique qu'on ait su comment construire des longues vues, et c'est apparemment seulement au début du XVIIe siècle que par un jeu de lentilles alignées, de tels instruments apparaissent. La lunette que construit Galilée en 1609, avec son grossissement de 20 fois, va lui permettre de découvrir des phénomènes célestes totalement insoupçonnés. Il est le premier à apercevoir 4 grandes lunes en révolution autour de Jupiter, à observer les phases de Vénus, ou encore des taches solaires dévoilant la rotation de notre étoile. Dans les décennies suivantes, l'augmentation du diamètre de la lunette offre une plus grande captation de la lumière, mais implique un allongement considérable du tube qui va se déformer sous son propre poids. Newton offre une solution en inventant un télescope à jeu de miroirs où les rayons lumineux font un aller-retour avant d'être redirigés vers l'oculaire. C'est le système encore employé pour les télescopes de toute taille. Observation et calcul vont donner naissance à des constats tout autres que ceux admis jusqu'alors. La Terre est bel et bien une planète sphérique, tournant autour du Soleil, étoile parmi des milliards d'autres. La somme d'informations fournies par les télescopes sur Terre et en orbite offre une cartographie du ciel librement mise à disposition du public. Elle a permis la création de logiciels comme Stellarium, une application gratuite réalisée de sa propre initiative par un jeune Français, Fabien Chéreau. J'ai commencé à travailler sur Stellarium pendant l'été de l'année 2000. En fait, j'étais étudiant à cette époque-là, étudiant en informatique, et je me suis retrouvé un petit peu coincé chez mes parents pendant cet été-là. Et en fait, j'avais envie de commencer à utiliser mes nouvelles compétences sur des tests, des programmes de tests. Et comme j'aimais bien l'astronomie, j'ai téléchargé un petit catalogue d'étoiles, il y en avait 10 000 dans ce catalogue, et j'ai fait un petit code, un petit programme qui permettait en fait de les afficher, notamment en utilisant ces nouveaux processeurs graphiques qui sortaient à ce moment-là. Stellarium est aujourd'hui utilisé dans le monde entier, sur toute forme de support, ordinateur, tablette, téléphone, non seulement par les amateurs, mais aussi par des astronomes professionnels et jusqu'à Paranal. J'ai fini par travailler sur Stellarium à l'ESO, et en fait les astronomes professionnels m'ont demandé de le modifier pour qu'ils puissent l'utiliser comme outil de planification des images qu'ils allaient faire avec les télescopes du VLT.
Aujourd'hui, GPS, smartphone, satellites météo et de surveillance climatique, tous ces apports intégrés à notre quotidien sont les fruits de Galilée, de Newton, de la ténacité des hommes à scruter le ciel. L'astronomie et l'astronautique forment désormais un couple inséparable dans le développement de nos observations. Les photos prises côte à côte par les astronautes sur la Lune nous offrent une vision tridimensionnelle authentique des paysages qu'ils ont découverts. Une génération plus tard, grâce aux caméras stéréoscopiques des véhicules sillonnant Mars, la planète rouge nous apparaît dans ses moindres détails comme si nous y étions. Depuis 2015, on sait que des écoulements d'eau salée dévalent des falaises martiennes. Peut-être découvrira-t-on en surface ou en souterrain des traces de vie. Observer de près, les planètes et les lunes du système solaire révèlent des activités jusqu'alors insoupçonnées. On sait depuis peu que Encelade, une des lunes de Saturne, est recouverte d'un tapis de neige estimé à 100 mètres d'épaisseur. Il neige régulièrement sur Encelade depuis des dizaines de millions d'années. Et pour l'heure, seule une vision d'artiste nous laisse imaginer ces minuscules flocons propulsés par des geysers et retombant lentement. Sur une lune de Jupiter, Io, ce sont des activités volcaniques qui animent les paysages. Et là encore, on se prend à rêver du jour où un vaisseau se posera et captera des images réelles de cette activité. Les sondes, après des années de voyage, explorent désormais des objets lointains de notre système solaire, comme Pluton, distante de 4 heures-lumière de la Terre. Mais si énorme que soit cette distance, elle reste 8000 fois moins grande que celle qui nous sépare de l'étoile la plus proche, Alpha du Centaure. Et là, pas question d'envisager l'envoi d'un engin spatial. Les télescopes restent donc les outils indispensables de l'observation de notre cosmos. Et c'est en dehors de notre atmosphère, là où la vision est la plus parfaitement limpide, que l'on est en mesure d'observer des corps lointains dans une qualité sans précédent. Le télescope spatial Hubble, lancé en 1990, a fourni une moisson d'informations spectaculaires. Dans ces conditions, pourquoi continuer de construire des observatoires sur Terre ? Parce qu'il est aujourd'hui impossible de mettre en orbite des télescopes de très grande taille. Hubble a un miroir de 2,4 mètres de diamètre, son successeur James Webb en aura un de 6,5 mètres, tandis que le plus grand instrument terrestre en aura un de 39 mètres. Appelé à juste titre EELT, European Extremely Large Telescope, ou extrêmement grand télescope européen, il offrira la plus grande résolution de tous les temps. C'est à nouveau dans le désert d'Atacama au Chili que l'ESO a entrepris la construction de ce mammouth. Sur place, premières étapes, l'aménagement d'une route menant à la montagne d'Armazones et l'aplatissement de son sommet. EELT bénéficiera des formidables avancées de l'optique active qui diminueront les inconvénients de l'atmosphère terrestre en maintenant les 800 composants de son miroir comme s'il n'en formait qu'un seul. Cette technique de pointe, déjà appliquée au télescope de Paranal, s'accompagne de l'optique adaptative qui corrige instantanément les effets de scintillement causés par l'air.
Comprendre les éléments constitutifs de la vie est un but fondamental de l'astronomie actuelle. L'eau, élément indispensable, serait-elle arrivée sur Terre par la chute de comètes formées en grande partie de glace? C'est là une des raisons de mieux comprendre les comètes. En 2014, au moment où la mission Rosetta offrait ses spectaculaires images prises sur place, l'observation par les télescopes de Paranal, étonnamment, restait utile. Je suis sûr que beaucoup de gens se demandent pourquoi nous nous donnons la peine d'observer la comète depuis la Terre alors que nous avons le vaisseau spatial Rosetta qui orbite très près du noyau. Ceci est une maquette du noyau et le vaisseau spatial est virtuellement à cette distance. Mais celui-ci n'a qu'une vision de très près, alors que nous pouvons depuis la Terre obtenir une vision beaucoup plus large de la comète. Nous voyons les gaz et la poussière rejetés par la comète qui s'étendent sur des milliers de kilomètres dans l'espace et qui forment effectivement la queue. L'ESA, l'Agence spatiale européenne, auteur de la mission Rosetta, a réussi une prouesse technologique avec le premier atterrissage de l'histoire sur une comète au terme d'un périple de 10 ans. L'exploit est célébré partout sur la planète, notamment dans les universités comme ici à Berne, où les premiers clichés s'affichent sur grand écran. Jean-Luc Josset, un des concepteurs des caméras embarquées, ne cache pas son émotion. Pour la première fois, nous sommes posés sur un noyau de comète. Donc maintenant, on touche du but, des éléments qui ont plus de 4 milliards d'années, qui ont contribué à l'origine de notre vie. Il fallait faire le plus petit, il fallait que ça fonctionne à moins 100 degrés, il fallait une bonne résolution, et finalement, on arrive à cette caméra ici. Donc il a fallu développer ces technologies-là. Là, nous sommes au gramme près. Il faut que ça résiste aussi au lancement. Donc il y a des contraintes vraiment spécifiques qui ont entraîné, je dirais, l'ingéniosité de beaucoup de ressources à travers le CSEM, à travers surtout le tissu industriel et académique de tout le canton de Neuchâtel. À Paranal, les astrophysiciens vont maintenant s'appuyer sur les découvertes de Rosetta pour poursuivre leurs observations. Depuis la Terre, nous avons étudié des centaines de comètes au fil des décennies. Et en étudiant la comète 67P, nous espérons pouvoir lier nos observations à celles faites par Rosetta. Alors, nous pourrons peut-être faire un lien entre les découvertes de Rosetta et toutes nos observations depuis la Terre. Mais au-delà de notre système solaire, y aurait-il des exoplanètes, c'est-à-dire des objets tournant autour d'autres étoiles que notre Soleil? Comme la plupart des astrophysiciens contemporains, Michel Mayer en était convaincu. Il s'est résolu d'en apporter la preuve et a ainsi découvert en 1995 la première planète extrasolaire de l'histoire. C'est une géante gazeuse qui orbite autour de l'étoile Pégase 51. Voir des planètes autour d'autres étoiles est encore aujourd'hui quelque chose d'extraordinairement difficile. Il y a des instruments qui sont construits pour ça, mais ça reste extraordinairement difficile. D'où la nécessité de développer des techniques indirectes, et donc celles auxquelles on s'est attaché, c'est simplement ce phénomène. Vous avez un mouvement à deux corps, par exemple, pour prendre le cas le plus simple, une étoile, une planète, la planète tourne, mais l'étoile tourne autour du centre de gravité du système aussi, mais évidemment très très peu. Donc tout le problème voulait qu'on cherche à mesurer les variations de vitesse des étoiles et éventuellement découvrir des objets qui se rapprochent de nous, qui s'éloignent de nous, qui se rapprochent de nous d'une manière périodique. Et après quelques calculs, on en déduit la période, la forme de l'orbite, la masse de la planète. Le fait d'avoir découvert cet objet de très courte période induisait immédiatement des idées. On dit, il y a la probabilité, une bonne probabilité, que de temps en temps, la planète passe entre l'étoile et l'observateur. Et donc, dès ce moment-là, on attend une sorte d'éclipse. On parle de transit planétaire, une baisse de la luminosité de l'étoile périodique. Et ça nous donne immédiatement accès au diamètre de la planète, puisque, évidemment, plus la planète est grosse, plus elle va cacher une partie importante de l'étoile, et donc on a immédiatement le rapport de dimension
de la planète par rapport à l'étoile. Depuis la découverte de Michel Mayor et de Didier Queloz, plus de 1000 exoplanètes ont été découvertes. À Paranal, de petits télescopes voisinent avec les géants à la recherche de candidates rocheuses ressemblant à la Terre. Ce que nous faisons ici, c'est que nous recherchons des exoplanètes, donc des planètes qui sont autour d'étoiles autres que le Soleil. Et nous utilisons la méthode des transits, c'est-à-dire que nous observons des étoiles et nous recherchons des variations de luminosité dans ces étoiles qui seraient la signature du passage d'une planète entre l'étoile et nous. Et grâce aux 12 télescopes que nous avons ici, nous observons un maximum d'étoiles pour pouvoir détecter ces candidats. Et une fois que nous avons ces candidats, nous allons utiliser des plus gros télescopes et confirmer si ces candidats sont bien des planètes. Des premiers télescopes aux géants actuels, les observations sont visuelles, fournies par des moyens optiques. Mais d'autres instruments scrutent le ciel en captant les ondes radioélectriques, invisibles en tant que telles. Ce sont les radiotélescopes, des antennes paraboliques qui fournissent des informations fondamentales sur la composition de la matière dans l'univers et permettent également de reconstituer des images à partir des ondes qu'ils reçoivent. L'Observatoire européen austral, les États-Unis, le Canada, le Japon et le Chili viennent de réaliser un des plus ingénieux complexes de radiotélescopes, ALMA, dans le désert d'Atacama. Le professeur Georges Mélan repart une fois de plus au Chili pour y mener une étude à ALMA. Le site est à une trentaine de kilomètres de San Pedro, un charmant village indien vivant du tourisme. Il est à une altitude de 2400 mètres, dernière étape avant de gagner le camp de base d'Alma. À la différence de Paranal, la région est un peu moins aride. Quelques nappes d'eau salée attirent ici et là des oiseaux, comme des flamants roses, adaptés à l'altitude. À 2900 mètres d'altitude, le centre des opérations d'Alma recueille les informations fournies par les antennes, situées, elles, à 5000 mètres. ALMA est un observatoire qui travaille dans des ondes qui ne sont pas les ondes visibles, celles qu'on voit avec l'œil, mais travaille dans les ondes radio de haute fréquence. L'essentiel de l'observatoire, c'est d'observer ce qu'on appelle l'univers froid. Situé entre les étoiles, cet espace sombre est composé de gaz et de poussière qui n'émettent pas de lumière visible. Là, il faut essayer de comprendre comment on va reconstituer une image à partir de quelque chose qui ne se voit pas. C'est valable dans les observations, ne serait-ce qu'en infrarouge. Vous ne voyez pas les infrarouges, mais si vous avez un élément électronique qui est sensible à la longueur d'onde, donc à la fréquence à laquelle vous observez, même si vous ne le voyez pas en tant que tel, en réalité, c'est quelque chose que vous pouvez ensuite traduire en visible. Alors, quand vous regardez la nuit, la Voie lactée, vous voyez des nuages sombres, des parties de la Voie lactée où il semblerait qu'il n'y ait pas d'étoiles. Ces zones délimitent en fait des nuages dans lesquels les étoiles se forment. Ce sont des nuages qui sont composés de gaz moléculaires et de poussière. Et ALMA permet de voir et de sonder exactement ce qui se passe dans ces nuages. Ce sont des grands nuages qui ont des tailles gigantesques et qui s'effondrent. Et en s'effondrant, dans le cœur de ces nuages peuvent se former les étoiles, après un processus qui est très très lent et qui amène donc cette matière qui est extrêmement froide dans le volume global du nuage, dans des cœurs extrêmement chauds, là où se forment les étoiles et où s'initient toutes les réactions thermonucléaires qui définissent l'étoile. Des résidus de gaz et de poussière autour de la nouvelle étoile seront utilisés pour former des planètes. Récemment, ALMA a obtenu une image spectaculaire, l'aube d'un système solaire dans la constellation du Taureau.
Autour de l'étoile naissante, des sillons où la matière, en s'agglomérant, est en train de créer de futures planètes. Je suis en fait ici la personne qui va être en charge de maintenir ces antennes, d'assurer qu'elles fonctionnent effectivement dans les performances voulues et qu'on ait une disponibilité de l'équipement, donc en fait que l'équipement fonctionne la majeure partie du temps. Un observatoire radioastronomique peut observer le jour et la nuit, puisque le type d'onde qu'on observe n'est pas perturbé par le Soleil, ou peu. Donc il nous faut une disponibilité maximum de nos équipements. Mon rôle, c'est d'assurer que la machine marche. Au départ, pour construire l'observatoire, il a bien fallu monter les antennes. Elles ont été assemblées ici à 3000 mètres et ensuite elles ont été montées jusqu'à 5000 mètres, puisqu'il est hors de question d'avoir des opérations d'assemblage complexes à 5000 mètres. Donc on les a montées à l'aide de ces machines. Pour monter à 5000 mètres, il faut en fait avoir passé un petit examen médical en Europe, mais également ici à Alma, juste avant de monter. Il faut avoir en fait une pression sanguine, une pression artérielle qui soit normale, de telle sorte d'éviter des problèmes de pression trop élevée lorsqu'on est au sommet. Surprise pour le professeur Mellan. Sa pression est trop élevée et l'accès au site supérieur ne lui est pas autorisé. Habitué à la haute altitude, il en est stupéfait. Alors là, c'est la meilleure. Un second contrôle est lui positif, ce n'était qu'une fausse alerte, et il reçoit le feu vert de l'équipe médicale. Départ pour Charnantor. En train de monter vers le haut plateau situé à 5000 mètres d'altitude, je ressens actuellement une légère anxiété. L'anxiété, en fait, vient du fait que l'on a quand même une probabilité faible, mais non nulle, d'avoir un petit incident. On va certainement avoir des problèmes de respiration. Sur le haut plateau, on ne peut pas courir, on s'effondrerait. On ne peut pas avoir des activités telles que porter des charges lourdes de façon trop intense. Donc il y a cette sorte d'attention, mais également il y a la beauté absolument stupéfiante du paysage qui nous entoure, entouré de volcans qui culminent à 6500 mètres d'altitude, et en même temps d'avoir cette combinaison de la plus haute technologie actuelle qui nous permettent d'étudier l'univers des objets les plus proches aux objets les plus lointains, les plus anciens.
Ici, on est sur le plateau de Shahmantor et ça signifie en fait en indien l'envol ou le départ. C'est vraiment un lieu en fait qui prête au rêve. On a à moitié moins d'air ici, grosso modo, et donc notre corps et notre cerveau fonctionnent de façon bien distincte à ce que les gens connaissent au niveau de la mer, ou même à 3000 mètres. Il faut se méfier de ses propres réactions. Physiquement, on ne récupère plus, et un état de fatigue qui est beaucoup plus prononcé qu'à des altitudes moins élevées. Donc, pour arriver à exécuter nos tâches, donc nos tâches de maintenance quotidiennes ici, il faut vraiment essayer d'avoir une respiration profonde, de marcher doucement, de s'économiser au maximum et de se méfier de son propre cerveau qui commence aussi à avoir des capacités réduites. Dans les opérations de maintenance délicates, on recommande, voire on impose l'usage d'oxygène pour les gens qui travaillent sur le site, également pour les visiteurs. Et à ce moment-là, on a des systèmes autonomes de canules pour injecter de l'oxygène directement dans l'air qu'on respire, afin d'obtenir une performance un peu meilleure, voire bien meilleure, du fonctionnement du cerveau. Le transporteur, c'est le véhicule qui va nous permettre de déplacer les antennes sur les différents points du plateau et qui va nous permettre de modifier la configuration, d'étendre ou de restreindre, de réduire la configuration des 66 antennes pour des observations différentes. On modifie cette configuration 4 à 5 fois par an. On va venir l'étendre complètement pour avoir une distance entre antennes maximale de l'ordre de 18 km et demi, jusqu'à la réduire à quelques centaines de mètres. Quand elles sont éloignées les unes des autres et qu'elles pointent ensemble vers une même source, les antennes sont comme un télescope dont le miroir aurait un diamètre de plusieurs kilomètres, offrant ainsi une résolution gigantesque. Mais un miroir dont presque toute la surface serait manquante, hormis là où sont placées les antennes. On va donc chercher à combler ce manque. Pendant que vous observez la source, la Terre tourne. Et en tournant, la Terre positionne les antennes de manière relative, de façon différente à chaque instant. Et donc c'est comme si vous remplissiez en fait cette surface virtuelle de l'antenne. Et plus vous avez d'antennes, plus ça va rapidement, bien entendu.
Donc vous utilisez la rotation de la Terre pour faire une image. De telles prouesses ont permis à ALMA d'identifier environ 180 molécules dans l'univers lointain. Parmi elles, eau, oxygène, azote, carbone, des molécules déterminantes dans l'apparition de la vie, certaines très complexes. ALMA a pu détecter ce type de molécules très complexes, par exemple comme du sucre, qui joue un rôle important dans l'ADN, par exemple, dans des objets très lointains dans notre galaxie. Et tout récemment, il y a eu une détection tout à fait surprenante et intéressante d'une molécule qui s'appelle le méthylcyanide, qui est aussi un type de molécule organique dans une étoile jeune. Ce qui est formidable avec ALMA, c'est que c'est tellement sensible que vous pouvez aussi détecter des molécules et faire de ce qu'on appelle l'astrochimie, mais dans des galaxies qui sont très 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 lointaines, tellement lointaines qu'elles correspondent à des temps de l'univers que lorsque l'univers est à peu près 20 ou 10% de son âge actuel. La vie existe-t-elle ailleurs que sur Terre? Les particules observées dans le tourbillon de l'univers pourraient l'indiquer. Un jour, peut-être, établira-t-on nos liens de parenté avec une forme de vie éclose dans d'autres galaxies.